Bien, merci de nous avoir rejoints. Je crois que d'autres personnes vont arriver puisqu'on est en train de faire l'annonce. Je vais proposer à Rémi Costantino de s'installer pour la première partie de cette conférence. Donc on est parti pour 1 heure tout compris, avec 3 séquences. La première, c'est en quelque sorte une fiche d'identité du port de Marseille et du grand port maritime de Marseille-Fos vue par un de ses principaux dirigeants, Rémi Costantino, qui va intervenir dans quelques instants et qui va un peu poser la problématique globale de la décarbonation, puisqu'évidemment le port en est un acteur important. Ensuite, on va avoir 2 tables rondes d'une vingtaine de minutes chacune qui seront suivies de questions et pendant lesquelles donc, vous pourrez intervenir sur les problématiques qui peuvent se poser bien sûr aujourd'hui pour les chargeurs concernant cette nouvelle forme, on ne va pas dire nouvelle forme de transport, mais le fait maintenant de tenir compte de la décarbonation dans le transport. Rémi, je vais vous laisser attaquer. Moi, je me souviens d'une période où quand j'étais un étudiant, ça remonte quand même à très 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 longtemps, on aimait bien poser la question sous forme de piège. Comment sortent les marchandises du port de Marseille? Alors, il y en avait qui disaient elles sortent en train, il y en a qui disaient en avion, il y en a d'autres qui disaient par la route. Et en fait, comme le port était très, très marqué hydrocarbures, la bonne réponse était le pipeline. Voilà. Donc, ça a un peu changé. Donc, je vous laisse, même si le port est encore un port d'hydrocarbures, bien sûr, donc je vous laisse nous présenter aujourd'hui le grand port maritime de Marseille-Fos. Je pense que le PowerPoint va partir. Non, je crois que Rémi a ça en main, donc ça devrait pouvoir démarrer. Voilà, Rémi Costantino. Merci, bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation à faire cet exposé. Ça me fait bizarre d'être assis, mais bon, c'est peut-être plus confortable pour vous à cause de l'écart de l'estrade. Donc le grand port maritime de Marseille, ça reste, et ça restera, j'espère, une entité qui fonctionne sur 2 pieds. Une entité logistique, une entité industrielle. C'est quand même le propre. Même à l'époque où nous n'étions pas un port autonome et même pas un port institutionnel, ça reste la marque de Marseille d'être un port de transformation, une ville d'industrie dans laquelle les marchandises arrivent et, après être transformées, repartent. C'est vrai que les hydrocarbures, c'est la marque du XXe siècle. On prolongeait cette logique avec le brut qu'on importe et les raffinés qui sont exportés un petit peu partout et avec une part modale massifiée, ça veut dire non routière, qui est extrêmement élevée grâce au transport par pipe. C'est aussi vrai pour la sidérurgie et la métallurgie. Mais bon, alors j'ai 10 minutes, donc 1 minute par slide. Je vais essayer d'être... Je ne suis pas connu pour être succinct, mais c'est pas grave, on va faire l'essentiel. Quand même vous dire qu'on reste sur un port qui n'est pas un grand port mondial, hein, c'est très clair. Hein, on est un petit port maintenant dans la compétition mondiale, mais extrêmement connecté au monde entier avec 130 pays touchés, plus de 70 millions de tonnes de marchandises. On continue à compter comme ça. On peut se poser la question de l'indicateur. Et vous voyez, dans ces 72 millions de tonnes, on a encore plus de 50%, presque 70-65% qui sont des hydrocarbures en masse. Hein. Et le port, c'est un grand acteur de l'aménagement du territoire aussi, hein, parce oui. que vous disposez d'un domaine foncier important. Exactement. C'est le pied industriel dont je parlais et le pied logistique qui doit continuer à se développer. Donc un domaine foncier qui est gigantesque, la taille de Paris intramuros à Fos-sur-Mer, et 400 hectares dans Marseille qui est quand même fortement rempli, même si parfois les observateurs disent il ne se passe rien sur ce port. C'est évidemment faux. Ça correspond à une réalité logistique et à des contraintes de gestion du temps. C'est aussi un acteur économique local de premier plan. La place industrielle au portuaire, c'est 42 600 emplois, presque 8% de l'emploi salarié non agricole du département, et une diversité de filières, et on le découvre chaque jour, une diversité de métiers qui est aussi un gage d'avenir, d'employabilité pour nos jeunes. Bon, la situation géographique, je ne vous la fais pas, même si peut-être que tout le monde parmi vous n'est pas allé à Fos-sur-Mer, et c'est malheureusement le cas de beaucoup de Marseillais. En général, il faut découvrir cet espace qui est absolument exceptionnel. C'est aussi l'extrémité sud de l'axe Méditerranée-Rhône-Saône, et il me semble essentiel, au moment où vous allez avoir une table ronde sur le report modal juste après, d'insister sur cette dimension. La vision présidentielle, c'est l'intégration économique de cet axe jusqu'à Bourgogne-Franche-Comté. Il y a 4 régions concernées, avec Auras, Occitanie et Provence-Alpes-Côte d'Azur. La clé du système, c'est, Hervé Martel le dit souvent, quand même un grand expert du sujet, il dit ça ne sert à rien d'expliquer à un chargeur qui va arriver jusqu'à Marseille et ensuite il va se débrouiller pour atteindre sa destination finale. Il faut intégrer au maximum
la manière dont la marchandise est prise en charge depuis son origine. Et vous avez vu qu'on était connecté au port asiatique, au port américain, au port africain, jusqu'à sa destination. Et notre chance, et on le voit bien sur cette carte, c'est qu'on ait une alternative crédible pour atteindre les normes locomotives économiques européennes au nord de l'Europe et Rotterdam, qui est toujours notre ligne de mire en tant que port. Donc, alternative crédible à la voie atlantique. Et donc, on a une logique d'intégration, j'allais dire logicielle, de la donnée le long de cet axe, et puis aussi une réflexion physique sur un schéma d'aménagement, un schéma directeur qui permette de créer des points relais pour la logistique massifiée et pour l'industrie le long de cet axe. Je voulais insister sur un point, vous m'y aviez invité Yves, mais ça me paraît essentiel. En tant que zone industrielle, on ne vit pas sur nos acquis. On a été le 3e port mondial, on continue à avoir ces dernières années la raffinerie qui produit le plus de raffinés de France. Ce n'est pas celle qui a la plus grosse capacité, mais c'est celle qui produit le plus en ce moment. On a le plus gros vapocracker d'Europe, à la Vera. Et puis on a évidemment un site ArcelorMittal. Donc on a des sites d'ampleur européenne, continentale. Je pourrais en citer beaucoup d'autres, Lyon-Delbazel notamment, à Fos-sur-Mer. Mais on ne vit pas sur nos acquis. On essaye de réfléchir à la transformation de cet espace, et notamment avec l'association Picto qui réunit les industriels de la zone. On réfléchit à la meilleure manière d'accueillir les nouveaux et d'accompagner la conversion de ceux qui sont là, qui ont besoin de se décarboner. Et je voulais insister sur ces leviers. Ils ne sont pas étrangers à une logique de massification des flux de matière, puisqu'il va y avoir de nouvelles matières, ce qu'on appelle des vecteurs énergétiques, qui vont transiter par la zone, qui vont être localement... Alors, j'insiste quand même, et Frédéric est là, Frédéric Buzyn, les électrons, c'est quand même le cœur du sujet. Il faut commencer par les électrons, il faut électrifier les usages, il faut faire venir des nouveaux électrons. Il y a vraiment un enjeu critique en termes de calendrier. Ensuite, on a un deuxième vecteur qui est l'hydrogène vert. Une partie sera produite localement, une partie sera peut-être importée sous forme d'autres molécules, une partie sera importée sous forme de pipe. C'est le projet Barmar, Barcelone-Marseille, avec là encore la logique d'Interland qui joue à plein. Et c'est enfin la question de la capture, de la récupération du CO2 qu'on ne saura pas éviter de produire pour le réutiliser ou pour le stocker, évidemment, en dernier recours. Mais on voit bien que c'est un enjeu qui ne peut pas être passé sous silence, même s'il ne doit pas être prioritaire, cette question de la réutilisation du CO2, parce que certains procédés ne peuvent pas fonctionner sans produire un petit peu de CO2, un petit peu de matière carbonée. Donc on va voir maintenant comment tout ça se répartit sur le territoire. Exactement. On a l'impression qu'on voit un navire, d'ailleurs, là, c'est marrant. C'est beau, hein. C'est le môle central à Fos-sur-Mer. Donc le nord est à ma droite, à votre gauche. Et c'est là que tout va commencer, en tout cas en termes d'accueil de nouveaux projets. C'est un espace qui fait en tout, on ne voit pas la partie sud, mais en tout, on a à peu près 400 hectares. Partie nord, on fait un peu plus de 200. Et on va accueillir des grands projets très concrets. Je vais vite, je commence par ma gauche, par votre droite, parce que c'est comme ça que ça s'est fait dans le temps. D'abord le projet H2V, qui va produire de l'hydrogène vert pour faire des carburants de synthèse. On est dans cette continuité de la filière pétrochimique, mais là avec un tropisme important vers la décarbonation du maritime et de l'aérien, qui a du sens localement, puisqu'on a un aéroport, une plateforme aéroportuaire. Ensuite, vous avez le projet jaune, c'est le projet carbone. Carbone qui va produire, on n'arrive pas à se rendre compte, mais c'est 5 gigawatts de puissance crête de panneaux photovoltaïques chaque année. C'est à peu près 10% de ce que la stratégie européenne prévoit d'implanter. Ensuite, vous avez Gravity, qui est vraiment un opérateur géant. Gravity va décarboner radicalement, division par 10, la première phase de la production d'acier, avec la réduction du fer. Aujourd'hui, ArcelorMittal réduit le fer avec du coke de charbon, donc évidemment un impact carbone majeur. Il va le faire à l'hydrogène. On parle quand même de 2 millions de tonnes de fer réduit qui va partir, 3 millions de tonnes de minerai de fer qui va entrer, et plus de 1,1 gigawatt de puissance électrique. Ce sera le plus gros client unique du réseau RTE. Et enfin, Élise Néocarb, tout à gauche, qui est un petit peu comme H2V, qui travaille sur la décarbonation avec des molécules de synthèse pour l'aviation et le maritime. Et entre les deux, comme il n'était pas nouveau, j'ai pas mis de couleur, mais c'est pas très gentil. On a quand même la reprise du site Ascometal par le groupe industriel italien Marcegaglia, qui va
également entraîner de nouveaux trafics et de nouvelles activités économiques. Alors Rémi, pour conclure, il y a beaucoup de chiffres qui circulent aujourd'hui. Quand on parle en milliards, on ne sait plus très bien ce que ça représente. Ça fait tout de suite des montants phénoménaux. Donc c'est important aussi de nous donner la maille des investissements pour cette transformation. Exactement. C'est l'opportunité d'accueillir beaucoup de valeurs économiques sur ce territoire. Avoir cette capacité à se projeter, d'avoir du foncier, avoir une stratégie de décarbonation, ça veut dire rendre crédible une stratégie d'investissement massif. La particularité des projets dont je viens de vous parler, c'est qu'ils sont à 95% européens. On n'est plus dans des projets que les Asiatiques ou les Américains essaient. Alors les Américains, on n'en verra pas d'ici longtemps, mais les Asiatiques essayent de faire atterrir chez nous. C'est des projets à capitaux français, à capitaux européens, avec des levées de fonds en cours, mais des initiatives de notre écosystème local. On parle de 8 milliards d'euros. Je ne sais pas comment est fait l'arrondi, je me méfie parfois. 9 milliards d'euros d'investissement privé sur tous ces projets. Il faut les accompagner par un investissement public d'accompagnement, évidemment massif, correspondant en fait à la montée en gamme du territoire, globalement, les infrastructures énergétiques, mais aussi les infrastructures routières, la logistique massifiée dont j'ai parlé, accueillir des nouveaux salariés, entre 5 et 10 000 si on raisonne en net. Je suis désolé. Entre 5 et 10 000 si on raisonne en net, ça veut dire faire des logements, ça veut dire faire des équipements publics. Et donc, on a un accompagnement à hauteur de 3 à 4 milliards d'euros d'investissement public sur le territoire. Donc voilà, ne ratez pas, je le dis souvent, ne ratez pas ce qui se passe aujourd'hui autour de l'étang de Berre et en particulier à Fos-sur-Mer. C'est une révolution industrielle à la hauteur de celle qu'a connue le territoire dans les années 70. Merci pour cette belle conclusion. Rémi, je crois qu'on peut l'applaudir. Je vais proposer à Rémi Costantino de reprendre place dans la salle. On passera aux questions sur la fin pour tout le monde. Ça sera plus simple comme ça, on ne risque pas de cannibaliser certains sujets. Je voulais juste vous préciser, parce que j'ai omis de le faire, que tout cela est filmé et donc fera l'objet éventuellement de retransmission, de prise d'extraits, questions comprises. Donc vous aurez la possibilité de revoir tout ça et notamment de pouvoir revoir les slides qui nous ont été présentés à l'instant. Donc le premier sujet qui va faire l'objet d'une des 2 tables rondes de la matinée, c'est donc le report modal vers le ferroviaire. J'ai demandé à Amal Louis de venir nous rejoindre. Donc c'est toujours le Grand Port Maritime de Marseille. Elle est directrice du développement commercial et des solutions intermodales. Vous pouvez aussi l'applaudir pour l'encourager. Karim Touati est directeur territorial SNCF Réseau pour Provence-Alpes-Côte d'Azur. Je le remercie spécifiquement parce que je sais qu'il a un train tout à l'heure et qu'il doit être à Paris avec le président de la SNCF cet après-midi. Donc merci à Karim d'être avec nous. Et puis Jean-Yves Batman, qui est le président de l'APEX, le club des exportateurs. Il est venu apparemment avec son fan club. Et alors, Jean-Yves, c'est quelqu'un de très important dans cette réunion parce que c'est le client. Donc c'est lui qui va vous dire si on peut croire à tout ce que vous allez nous présenter, si ça l'intéresse, si aujourd'hui il est impacté dans son activité. Donc président d'une association d'exportateurs, mais spécialiste aussi du commerce international, import-export, avec tout ce commerce maintenant qui passe par des acteurs qui envoient beaucoup de choses et qui les renvoient parfois aussi. Voilà. Donc comment est-ce que, Jean-Yves, vous voyez cette évolution aujourd'hui de cette décarbonation des modes de transport? Et puis on fera un petit focus, parce que je sais que vous avez des idées sur le ferroviaire et vous avez des comparaisons qui permettront peut-être d'interpeller aussi Karim et Amal. Donc un mot sur, est-ce que vous êtes concerné aujourd'hui par la décarbonation? Est-ce que c'est un sujet d'impact pour l'entrepreneur et le président de l'association que vous êtes? Oui, complètement. Bonjour à tous. Alors, vous m'entendez? Oui, il marche bien. En fait, je représente des chargeurs. Donc, on a parlé avec Amal Louis et avec le Grand Port Maritime de Marseille. C'est très important d'abord de savoir qu'on a beaucoup de chance d'avoir un port à Marseille. Tout le monde n'a pas cette chance. Par contre, nous qui sommes utilisateurs du port, nous sommes contraints à des règles, à des événements, à beaucoup de choses qui se passent dans le monde. Et depuis 4 ans, vous le savez tous, on ne va pas en reparler, le monde a subi des travers colossaux, obligeant de prendre des décisions stratégiques dans les sociétés. Bon, vous savez qu'après la période Covid, le fret a été multiplié par 10 pratiquement, et qu'il a fallu revoir la position économique des sociétés. Après, il y a eu l'Evergiven qui a planté son bulbe d'étrave en mars 2021 dans le canal de Suez.
résultat, tout le monde est passé par le cap de Bonne-Espérance. En ce moment, vous le savez, les navires passent en grande majorité par le cap de Bonne-Espérance, donc ça occasionne 10 000 kilomètres en plus, ça occasionne 500 000 $ de carburant en plus. Alors, on a tous en tête cet objectif 2035, on arrête les carburants. Ça c'est sûr. Et 2050, zéro carbone. Donc c'est un objectif. Et alors, je suis heureux qu'il y ait avec nous, ça fera l'objet de la table ronde d'après, Frédéric Buzyn qui va parler de cette fameuse ligne de 400 000 volts qui va arriver à Marseille pour décarboner totalement le port. Et moi, je crois, quand je vois que 90% des pièces de construction de l'automobile viennent d'Asie, et que je vois les engorgements des ports en Asie actuellement, vous savez que dans le top 10 des ports les plus importants au monde, il y en a 7 chinois. Le premier, c'est 45 millions de containers, c'est Shanghai. Le deuxième, c'est Ningbo avec 35 millions. Et le premier dans la liste des Européens, c'est Rotterdam avec 12 ou 13 millions. Voilà, nous faisons 1 million et demi, je crois. Mais notre port, encore une fois, il a le mérite d'exister, il est à la grandeur de l'économie. Si Marseille devait nécessiter un business qui était en progression de 100%, on aurait la possibilité de recevoir d'autres portiques, d'autres installations et évidemment d'autres approvisionnements. Et comment de carburant. vous allez vous adapter à cette nouvelle donne en tant qu'entreprise Alors, nous, très simplement, pendant les années Covid, on n'a pas eu de plan B. Hein, on ne devait que payer, enfin en gros, parce que quand on a des containers, qu'on a passé des commandes en Chine et que vous avez 2000 containers à charger, le fournisseur a fabriqué, le fournisseur vous attend, il a eu les bookings, les containers sont prêts à charger, vous n'avez pas d'aérien, vous n'avez pas... Alors il y a eu le train. Il y a eu le train qui a eu ses heures de gloire, puisqu'il y a eu un train qui est parti de Shanghai, qui est passé par la Sibérie, qui est arrivé à Dortmund en 18 jours, ce qui était remarquable. Par contre, les capacités, évidemment, comparées aux gros porteurs qui font 23 000 containers, le train, c'était quelques centaines de containers. Mais par contre, c'était une belle opportunité, une magnifique opportunité qu'il aura peut-être fallu développer. Évidemment, c'est caduc, ça n'existe plus, puisque la traversée de la Russie est interdite, donc le train s'est arrêté. Concernant la route, moi je dirais que je souhaiterais qu'on prenne l'exemple sur nos voisins suisses, les chemins de fer fédéraux, qui depuis bien longtemps ont adopté le ferroutage et éviter d'engorger les autoroutes avec ces camions sur 3 voies. Vous en avez 2 qui sont occupés par les camions, il vous en reste une pour les voitures. C'est très très compliqué. Et alors quand on parle du fort, l'embranchement fer, il a tout son sens, et l'embranchement fluvial également. Je sais qu'Amal va en parler. Alors voilà, on va leur laisser un peu la parole aussi. Parce que nous sommes le port de Lyon, vous le savez, nous sommes le port de Lyon. Et donc on a toute notre vocation, on a toute notre charge, et tous ces containers qui partent dans la région lyonnaise, ils vont monter par le Rhône, hein, ça c'est très important, le fluvial a tout son sens, et le train, par pitié, développons le train à fond. Alors je vais vous laisser la parole. Voilà, alors Karim, vous êtes bien interpellé, donc voilà, comment est-ce qu'on peut faire, parce que c'est un peu le rêve de tout le monde de dire, mais voilà, ce transport massifié qui passerait en partie par le bateau, en partie par le fleuve, après en partie par le train, et pour terminer par la route, ça serait quand même la meilleure solution. Alors, est-ce qu'on peut rêver? Qu'est-ce que vous nous préparez? Comment aujourd'hui tout cela fonctionne-t-il, notamment dans notre région? Karim Touati. Écoutez, merci de me passer la parole. Merci pour l'introduction de Rémi Costantino et merci pour les propos que vous avez tenus. D'abord, je suis donc le représentant de SNCF Réseau sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. SNCF Réseau, c'est l'organisme, la société anonyme publique de service public qui gère le réseau ferroviaire et qui effectivement est le support pour tous les opérateurs qui veulent, et tous les chargeurs, tous les logisticiens, enfin tous les clients qui veulent faire appel à ce mode de transport. Alors pourquoi faire appel à ce mode de transport? On l'a déjà dit, et c'est intéressant de se le rappeler, c'est parce qu'effectivement c'est un mode de transport qui est massifié. Un train, c'est en moyenne la capacité d'emport de 40 camions. C'est un mode de transport qui est plutôt frugal en énergie, et on sait que l'énergie, il faudra l'économiser, il faut déjà l'économiser. Donc à la tonne kilomètre transporté, un train de fret ferroviaire, c'est 6 fois moins d'énergie consommée que l'équivalent en mode routier. Et enfin, si on sait que le transport fait partie des secteurs les plus émetteurs de CO2 et d'émissions, 30%,
Le ferroviaire, la part du ferroviaire sur ces 30%, c'est 1%. Donc c'est effectivement aussi un mode de transport qui est dans le domaine des solutions. Au titre de la décarbonation, c'est 9 fois moins de CO2 émis à la tonne kilomètre embarqué. Voilà. Par contre, il vous faut des infrastructures. Voilà. Alors, effectivement, donc une fois qu'on s'est dit ça, eh ben, effectivement, pour pouvoir développer le fret ferroviaire, il faut disposer effectivement d'infrastructures, d'un réseau fiable et performant, et également d'infrastructures terminales pour pouvoir le ferroviaire. Il y a une chose qu'il ne fera pas, qu'il ne sait pas faire, c'est le porte-à-porte. Donc, ce qui veut dire qu'effectivement, le premier kilomètre et le dernier kilomètre aura besoin de recourir à un autre mode. D'où l'intérêt, effectivement, de développer aussi des infrastructures terminales, que nous on appelle des infrastructures terminales embranchées, qui permettent effectivement ce transfert modal pour le premier ou le dernier kilomètre. Et donc, d'abord, se dire une chose qui est peu connue sur notre région, notamment, c'est qu'aujourd'hui, il y a de la capacité disponible pour faire plus de trains sur le réseau. Voilà, les principaux axes ferroviaires, même s'il y a des prémices de points de congestion quand on arrive dans les gros nœuds urbains, typiquement l'agglomération lyonnaise en fait partie, néanmoins, typiquement, si on regarde ce qu'il est possible de faire au départ d'une zone une zone de très forte massification des besoins de transport de marchandises, le golfe de Fos, en complémentarité du réseau ferré portuaire et du réseau ferré national, on sait qu'aujourd'hui, on peut faire circuler plus de trains qu'il n'en circulent. Donc, déjà, premier message que je fais passer, il y a de la place. Voilà, elle n'est pas infinie, mais il y a encore de la place sur le réseau. Et ensuite, effectivement, il faut investir pour développer ce mode de transport. Et si on zoome sur la région, ben là, on peut donner quelques exemples concrets d'investissement. En 2024, on a livré et on aura livré à peu près l'équivalent de 100 millions d'euros d'investissement pour les infrastructures ferroviaires en faveur du transport de marchandises par fer. Alors, on peut en citer un certain nombre. On peut notamment citer ce qui a été réalisé sur le territoire de Miramas-Grance, où, côté SNCF Réseau, nous avons mis en service en octobre 2023 une nouvelle voie d'accès à cette zone industrielle ferroviaire et donc au triage de Miramas et également aux chantiers de transport combiné qui sont installés. Une voie de 900 mètres qui permet d'accueillir les plus grands formats de trains qui circulent aujourd'hui sur le réseau, qui sont des formats de trains de transport combiné qui font 850 mètres, et donc pour l'équivalent de 4 millions d'euros. Et s'est construit une nouvelle plateforme de transport combiné qui permet effectivement de basculer les caisses de la route sur le fer, le terminal Ouest-Provence, pour un montant d'environ une quarantaine de millions d'euros. Donc, un équipement qui a été livré, mis en service en avril 2024. Le triage de Miramas, c'est l'une des 4 gares de tri à la gravité sur le réseau ferré national. À peu près, d'ici à 2027, entre 2021 et 2027, on aura dépensé à peu près 60 millions d'euros d'investissement de modernisation pour redonner à cet équipement-là toutes ses capacités de tri, d'organisation des rames de fret nécessaires à ce transport-là. Et voilà. Et donc, je vous dis à peu près 100 millions d'euros. Alors, on a effectivement des zones de concentration naturelle de trafic qui sont le golfe de Fos, le port, le triage de Miramas, mais on cherche également à aller un peu plus loin dans les territoires. On a, avec la Chambre de commerce et d'industrie du Var, rétabli un embranchement ferroviaire au port de Brégaillon. Oui. On attend des trafics récurrents de véhicules ce coup-ci, à l'horizon du printemps 2025. Et de la même façon, effectivement, on prospecte d'autres zones d'activité industrielle pour effectivement développer ces zones terminales qui permettent de faire la bascule. Ça, c'est le premier levier. Donc, beaucoup d'investissements qui sont faits, qui vont être faits en faveur du fret ferroviaire. Alors, on verra la suite plus tard. Je vais juste donner la parole à Amal Louis pour nous dire comment elle s'inscrit aussi dans ces projets-là. Donc, votre titre, directrice du développement commercial et solutions intermodales. Ça veut dire que vous travaillez avec Karim, qu'il y a aujourd'hui sur le territoire, puisque vous avez du foncier, vous avez aussi des voies ferrées en fait, sur le port. Voilà. Donc, comment est-ce que vous travaillez pour mettre ensemble les possibilités de réseau, et notamment dans le domaine du foncier, pour pouvoir réaliser les investissements dont parlait M. Toiti à l'instant? Alors, bonjour à tous. Donc, effectivement, Rémi l'a rappelé tout à l'heure, le port s'est engagé à réduire son empreinte carbone. Et un des leviers, c'est le report modal. Jusqu'à aujourd'hui, quand on rencontre nos clients, la question qui se posait, c'était la question de fiabilité. Aujourd'hui, quand on rencontre les armateurs, les chargeurs, la première question qui se pose, c'est le report modal. Puisque
Tout le monde s'inscrit dans le cadre de corridors. Donc quand on va faire du Ningbo-Dijon, donc Ningbo, ça arrive à Marseille ou au Havre, peu importe. Et ensuite, il faudrait faire la livraison jusqu'à destination. Donc nous, autant que port, on travaille évidemment avec SNCF Réseau, et pas que. Donc on travaille premièrement avec SNCF Réseau sur la question des infrastructures, mais on travaille sur nos infrastructures en interne aussi, en développant notamment au môle de Gravelot avec le dédoublement des voies sur les terminaux, ce qui permettrait une fluidité du passage portuaire avec des trains entrants, des trains sortants. Sur les bassins Est avec le terminal combiné de Mourpiane qui avance bien et dans lequel il y a eu déjà un investissement public, évidemment, de la part du port avec les infras, mais aussi un investissement privé, puisqu'il y a un portique ferroviaire de Medorop qui a été installé, qui est mis en place et qui a fait quelques opérations, qui va être opérationnel bientôt. Donc, sur la question de l'infra, il y a des choses aussi sur lesquelles on travaille. On mène des réflexions de manière générale pour mettre en place un site de transport combiné. Donc, il y a 2 zones qui ont été fléchées, notamment au Tonkin et Ventillon. Donc, ça, c'est des sujets sur lesquels on travaille, à la fois avec SNCF Réseau et avec tous les institutionnels. Et on sur travaille le surtout fluvial, avec alors, les clients. parlez-nous un peu du fluvial. Alors, je vous parle du fluvial. Sur la question du fluvial, on travaille évidemment avec VNF, mais aussi avec la CNR, mais surtout avec des plateformes logistiques sur les ports intérieurs. Rémi en a parlé. L'axe Mers, c'est un axe qui est super important, dans lequel il y a quand même une clientèle, ou en tout cas un marché assez conséquent, et qui nous intéresse pas que sur la partie conteneur, parce que souvent quand on parle de report modal, on parle que du conteneur. Donc il faut aussi savoir que le port de Marseille a des activités aussi de vrac, notamment de vrac solide. Et tous ces projets industriels qui sont en train de s'implanter, mais aussi les projets qui sont, les industriels qui sont déjà implantés, qui sont en cours de transition énergétique et en décarbonation de leurs activités, ils ont besoin d'une offre de solutions ferroviaires. Et donc on travaille avec eux pour essayer de comprendre le marché, de l'identifier, de le quantifier et d'essayer par la suite de relayer tous ces messages, en tout cas d'exprimer ce besoin, de le relayer aux différents partenaires pour pouvoir arriver avec une offre et des solutions importantes. Juste un petit mot sur cette question de report modal. Hier, on a reçu une délégation du port de Shenzhen. Le port de Shenzhen, c'est à peu près 30 millions de TU. Donc, et d'autres activités. Ils ont démarré l'année dernière l'activité des véhicules où ils font essentiellement l'export de BYD. Ils investissent massivement dans le report modal. Pour eux, c'est super important. Mais au-delà de ça, ils souhaitent travailler avec nous sur des questions aussi de stockage sur Marseille. Mais qui veut dire zone ou hub logistique de stockage veut dire nécessairement préparer des solutions de massification et de livraison door-to-door de ces marchandises. Et d'autant plus que ce sont des activités qui sont pourvoyeuses d'emplois et donc c'est très important de les dynamiser. Je vous ai interrompu tout à l'heure, Karim, vous avez fait la partie sur les investissements. Vous disiez j'ai un deuxième message ou écoutez, c'est parfaitement synchronisé puisque ça me permet effectivement de rebondir sur ce qui vient d'être dit. Donc, je dirais, au-delà des investissements, au-delà de la capacité qui est aujourd'hui disponible sur le réseau et qu'on essaie de mettre à disposition, il y a aussi effectivement la décarbonation, elle se fera... les transporteurs transportent ce que leur remettent les industriels et réseau, il accueille les trains que les transporteurs sont en capacité de mettre sur le réseau. Et donc, il y a un travail qui doit être fait effectivement autour de tout ce qui est la relation au client, le service au client. Et donc, j'ai envie de dire, le deuxième angle d'action que l'on fait, c'est le report modal, le transport ferroviaire, ça reste quand même effectivement encore un secteur, on va dire, d'expertise. Et donc face à ce qui reste encore un secteur d'expertise, il faut être capable d'en faire la pédagogie, d'en faire la vulgarisation auprès de tous ceux qui seraient susceptibles effectivement d'avoir envie de recours à ce mode de transport. Et donc, ce qu'on déploie, c'est effectivement on essaie de densifier, d'intensifier notre relation client. Déjà, on suit les clients qui sont déjà les nôtres aujourd'hui, avec une relation client dans laquelle
on les questionne très régulièrement, on fait régulièrement beaucoup de retours d'expérience pour améliorer le vécu client, simplifier le parcours client. Juste à titre d'exemple, il y a une ressource rare dans le transport de fret ferroviaire, c'est ce que nous on appelle le sillon. Le sillon, c'est l'équivalent du slot dans l'aérien. C'est effectivement l'espace-temps que vous attribuez à un transporteur pour qu'il parte d'un point donné à une heure donnée et qu'il arrive à un point donné à une heure donnée. Et donc, c'est ce que nous on appelle l'allocation de la capacité. Et dans le cadre de cette allocation de la capacité, on a construit un dialogue avec les clients qui en sont, avec les transporteurs, les entreprises ferroviaires qui en sont les consommateurs. On fait une enquête quasiment tous les 4 mois quant à, je dirais, l'accessibilité à cette capacité par tous les transporteurs. On fait un baromètre client annuel dans lequel on interroge tous nos clients, où là, pour le coup, on interroge tous les compartiments de la relation client. La capacité, la qualité de service, la fiabilité, les volumes, le dialogue commercial, le service après-vente. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est que au-delà je dirais, des acteurs et des parties prenantes qui sont avertis en matière de fret ferroviaire, on essaie d'adresser tous ceux qui seraient intéressés. Et quand vous dites qu'effectivement, toutes les entreprises cherchent à décarboner leur logistique, c'est vrai. Et à ce titre-là, on a fait une manifestation à Marseille, qui est une manifestation qu'on fait dans toutes les régions de France. Ça a été, je dirais, c'était l'année 1 de cette manifestation, et c'est une manifestation qu'on reconduira. C'est un forum qu'on a appelé Régiofret, et dans lequel on a essayé d'adresser tous les acteurs du territoire qui faisaient de la logistique, des chargeurs, des industriels, et on a mixé un public qui utilisait déjà le ferroviaire avec un public qui ne l'utilisait pas, de manière à leur donner les clés de décryptage et faciliter l'accès à ce mode ferroviaire, à ce mode massifié. Et c'est là qu'effectivement, en plus, on découvre que plus des 2/3 des industriels, des chargeurs et des logisticiens qu'on a réunis, ils sont tous à la recherche de solutions en matière de décarbonation. Alors, justement, je vais donc revenir vers Jean-Yves. Ce discours-là, il vous plaît, il vous convient? Vous êtes prêt à le porter auprès des membres de votre association? Comment vous voyez l'avenir? Alors là, on parle peut-être même plus spécifiquement de notre région. La réponse est non, tout simplement parce que la seule raison qui prime, c'est l'économie. Quand on sait que beaucoup d'utilisateurs du port sont des gens qui importent massivement de Chine par voie maritime, c'est pas demain la veille qu'on va s'arrêter. Et même si on passe au gaz naturel liquéfié, on consomme encore $80 000 de carburant par jour, 150 tonnes jour sur un bateau, et il en part 45 millions de Shanghai. Donc mettez-vous à l'idée de 2035. 2035, c'est demain. Alors soit il faudra fabriquer des bateaux avec des carburants qui n'existent pas. On en parlera peut-être tout à l'heure. Soit il va falloir équiper et changer considérablement. Et je sais que notre armateur CMA-CGM, avec qui nous collaborons effectivement, est très très attentif à ça. Et une dernière chose, je dirais que sur l'impact carbone, toutes les marchandises importées par container sont actuellement un petit peu cannibalisées par les ventes en ligne. Vous savez qu'on en parlait toujours tout à l'heure avec le directeur de l'aéroport. Vous savez qu'il arrive tous les jours sur le hub de Marseille entre 1 million et 2 millions de colis par jour, par fret aérien. C'est que vous, vos enfants et vous, tout ce que vous avez sur vous, vous l'avez acheté chez Shine, Alibaba et Temu, et ça arrive immédiatement. Il est toujours dans la provocation comme ça, vous inquiétez pas. Mais il est très gentil. En 3 jours. Donc, effectivement, vous n'allez pas passer par le distributeur ou l'importateur local qui, lui, a importé dûment en container complet, etc. Donc, cette vente qui est en train d'exploser, actuellement, c'est 2 millions par jour, ça va passer à 10 millions d'ici quelques années. On va revoir, effectivement, la voilure en termes de décarbonation, qui, en termes aériens, est un massacre total. Voilà, je vous pose les problèmes, je n'y réponds pas. Je vous dis tout simplement qu'en ce qui concerne les chargeurs, la raison économique primera. Quand on est passé de 1 500 à 15 000 $ le container, c'était inacceptable. C'était inacceptable, ce qui a revu considérablement la revue économique et le modèle économique de nos sociétés, qui a fortement impacté le poste de transport sur achat dans nos bilans, qui a plombé des sociétés. Donc je suis très attentif à ça. Je suis très attentif à la décarbonation. On est tous d'accord, mais il va falloir vraiment, vraiment qu'il y ait un duo entre la décarbonation que vous enclenchez et l'économie de nos sociétés. Parce qu'il n'y a rien de plus important que les comptes d'exploitation de nos sociétés. Il faut faire des bénéfices, il faut gagner de l'argent. Et si on ne fait pas ça, la décarbonation, elle passera après. Voilà, tout simplement.
Mais merci à tous les trois, hein, parce que donc, vous voyez, on a parlé vrai. Hein. Voilà. Alors, je vais tout de suite vous demander de rentrer dans la salle, de vous remettre dans la salle, et puis on fera les questions après. À moins que vous ayez une ou deux questions sur Karim, parce que je crois qu'il va être obligé de nous quitter assez rapidement. Mais bon, on va enchaîner, et puis si dans la discussion il y a la possibilité d'interpeller Karim, on le fera également. Alors je vais proposer à Anne-Sophie Cochelin de bien vouloir prendre place. Elle est vice-présidente pour la RSE, la responsabilité sociétale et environnementale du groupe CMA-CGM déjà cité. Herman Grégoire, je le remercie parce qu'il est venu de Paris ce matin spécialement, chef de marché transport, direction marketing et développement durable à Total Energy. C'est l'occasion de remercier toute l'équipe de Jean-Michel Diaz et notamment Gaël qui est dans la salle et qui ont organisé cette rencontre. Et puis Frédéric Buzyn, le directeur d'EDF pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alors, on va commencer d'ailleurs par Frédéric. Frédéric, vous n'avez pas, sauf peut-être à titre personnel, mais ça ne me regarde pas, d'avion, de bateau, de train. Par contre, vous détenez aujourd'hui une force qui est considérable, qui est la puissance électrique, qui va permettre de mener à bien cette décarbonation. Si je dis qu'il ne peut pas y avoir de décarbonation sans électricité massive, je me trompe, je suis trop réducteur ? Non, aujourd'hui, effectivement, c'est une équation qui semble partagée par beaucoup, sinon par tous. Même si le chemin pour arriver à cible, et je rejoins les propos conclusifs de Jean-Yves, est encore effectivement pavé de beaucoup d'obscurité. Le principal étant sans doute la combinaison entre le modèle d'affaires des sociétés et la capacité collective, pas simplement celle du monde économique, à décarboner l'ensemble de nos usages. Je vais, pour répondre à votre question, donner quelques chiffres clés qu'Anne-Sophie pourrait sans doute partager ou donner à ma place. J'espère que je n'anticipe pas ton intervention. Mais le commerce maritime mondial, c'est 90% des marchandises transportées, c'est 3% des émissions de gaz à effet de serre. Au passage, c'est autant que l'aérien aujourd'hui, et c'est aussi autant que l'économie portuaire. Quand on fait la somme des ports au plan mondial, la somme des émissions de gaz à effet de serre du secteur maritime au plan mondial, c'est-à-dire la mobilité et l'économie portuaire, on est sur 1 milliard de tonnes de CO2 émises par an. C'est l'équivalent de la France et l'Allemagne réunies. Et si le secteur maritime était un pays, il serait placé au 6e rang mondial. Bon. Tout ça pour dire que quand l'OMI, l'Organisation maritime internationale, prend la décision l'été dernier, en juillet 2023, finalement de s'aligner sur l'ensemble des autres secteurs économiques en matière d'ambition politique environnementale, à savoir de viser la neutralité carbone en 2050. L'OMI se met sans doute sur un terrain de jeu extrêmement compliqué pour l'ensemble du secteur maritime, mais en même temps obligé si on veut considérer que la décarbonation n'est pas une option, mais une nécessité au périmètre planétaire. Et donc, pour vous donner un chiffre, ou deux chiffres pour terminer cette introduction, au plan national, c'est-à-dire au plan français, décarboner le secteur maritime français, c'est l'équivalent de 90 TWh. Bon, je pense ou j'imagine que beaucoup d'entre vous ne sont pas familiers avec les questions d'unités électriques. Si je vous le donne de façon plus imagée, c'est l'équivalent de 9 réacteurs comme dernière génération, comme celui qu'on a à Civaux, donc des générateurs de quasiment 1500 MW de puissance installée, mais c'est aussi près de 50 fois la puissance installée du parc d'éolien offshore qu'on vient de mettre en service à Saint-Nazaire il y a quelques mois en arrière. Donc c'est des quantités d'électricité qui sont énormes. Et à l'échelle planétaire, ça fait encore l'objet d'une dimension encore plus énorme. C'est 7000 TWh à l'échelle planétaire pour décarboner le secteur maritime entre maintenant et 2050. 7000 TWh, c'est 700 réacteurs nucléaires qui n'existent pas aujourd'hui, comme celui de Civaux. Bon, donc tout ça pour vous dire que le chemin du point de vue de la production électrique, il est énorme, mais également, et ça répond à ton interpellation de tout à l'heure, du point de vue des infrastructures, d'une certaine manière, on peut faire un parallèle entre le monde ferroviaire et le monde électrique, puisque ce sont des métiers aussi d'infrastructure. C'est pas que de la production et à l'autre bout de la chaîne de la consommation, c'est bien évidemment des réseaux qui permettent de transporter l'électricité des lieux de production jusqu'au lieu de consommation. Et même si, à l'échelle individuelle, on peut parfois penser que c'est pas bien les infrastructures, dès qu'on rejoint effectivement l'intérêt général, qu'il soit économique, politique ou sociétal, on comprend mieux effectivement la nécessité d'accepter cette transformation.
Merci. Alors Anne-Sophie Koechlin, en effet, on sait que le transport, ça a été dit tout à l'heure, et notamment le transport maritime, est un des gros contributeurs malheureusement au gaz à effet de serre et donc est concerné par ces questions de décarbonation. Comment vous travaillez cela au sein du groupe CMA-CGM? Est-ce que ça prend le biais de routes différentes pour les navires? Alors quelquefois vous y êtes contraint, comme ce qui se passe aujourd'hui du côté de la mer Rouge, mais d'autres fois c'est des choix que vous faites. Est-ce que ce sont des nouveaux carburants? Est-ce que ce sont des nouveaux navires? On l'a dit tout à l'heure. Comment est-ce que vous travaillez ces questions dans ce grand groupe international? Eh bien déjà, on commence par se fixer un cap. Et notre CEO s'est engagé à atteindre le net zéro 2050 pour l'ensemble des activités du groupe. Après, il faut savoir que dans notre bilan carbone, qui était de 39 millions de tonnes l'an dernier, à peu près les 2/3 du bilan carbone est lié au fuel qu'on consomme dans les bateaux. Donc évidemment, la décarbonation du maritime est un enjeu majeur dans notre stratégie de décarbonation globale. Cette stratégie de décarbonation, elle se base sur 2 piliers. Je vais essayer d'aller vite. Le premier, c'est d'essayer de réduire nos consommations. Moins on consomme, moins on émettra de CO2. Et pour réduire nos consommations, on va travailler sur la performance de nos navires à travers des actions de rétrofit, en engageant beaucoup de projets R&D pour faire en sorte que nos navires consomment moins. On va travailler sur l'optimisation des routes, un peu comme vous quand vous mettez votre Waze dans la voiture, faire en sorte qu'on prenne les routes les plus courtes et donc qu'on consomme moins. Et là, avec le changement climatique, les typhons, les ouragans qui sont de plus en plus nombreux, de plus en plus violents, on a besoin de travailler sur l'optimisation de ces routes. Donc ça nécessite des investissements dans l'intelligence artificielle, des développements d'algorithmes. Vous savez qu'on a un beau fleet center dans notre tour à Marseille qui permet d'aider nos commandants à trouver les meilleures routes. Donc on va réduire nos consommations. Mais ça ne suffira pas. Le deuxième vrai grand levier, ça va être la transition des fuels d'origine fossile vers des fuels alternatifs, bas carbone, on les appelle comme on veut, qui seront par exemple des fuels d'origine biologique, biométhane, biométhanol, ou des fuels, des e-fuels qui sont créés à partir d'hydrogène décarboné, et je regarde mes collègues énergéticiens, et de CO2 capté qui vont permettre de faire ces e-fuels. Nous, le groupe CMA-CGM s'est engagé vraiment dans cette transition en investissant 18 milliards d'euros dans des nouveaux bateaux. Aujourd'hui, le groupe opère à peu près 620-630 bateaux. Une petite moitié en propriété, une grosse moitié qu'on affrète. 18 milliards d'euros, ça permet d'ici 2028 d'avoir 131 bateaux qui sont capables de fonctionner avec du biométhane, du e-méthane, du biométhanol ou du e-méthanol. 131 bateaux sur les 620 qu'on opère. Donc vous voyez déjà que cet investissement qui est colossal n'est que le début de la route vers la décarbonation. Et ensuite, une fois qu'on a ces bateaux, il faut les fuels. Il faut les fuels, et aujourd'hui, ces fuels, ils sont produits en petite quantité, trop petite quantité, à des prix extrêmement élevés, qui ne nous permettent pas de proposer à nos clients, aux chargeurs, des offres décarbonées à des prix compétitifs. Alors ça, c'est en effet la question que vous posez à nos deux autres invités, parce que Frédéric a des solutions aussi sur les carburants, il vous en parlera tout à l'heure. Herman Grégoire, Total Énergie, donc on voit bien qu'évidemment, il y a beaucoup de mots qui se cachent derrière ce terme de l'énergie. Après, sur la reconversion des carburants, on est très concerné ici, puisque la raffinerie de la Mède va beaucoup évoluer. Vous êtes un spécialiste des questions, vous connaissez bien notre région parce que vous avez été en poste à Manosque dans votre parcours chez Total Énergie. Comment aujourd'hui est-ce qu'on peut résoudre ce problème de besoin de nouveaux carburants? Mais on l'a bien compris, il y a un effet de volume qui est assez important. Donc, quelles sont les perspectives que vous nous donnez? Bonjour à tous. Je voulais d'abord transmettre les excuses de Jean-Michel Diaz, qui n'a pas pu être là aujourd'hui, notre directeur régional PACA de Total Énergie France. Donc, je prends le relais avec plaisir. Je voulais dire 2 mots sur Total Énergie. Vous insistez effectivement notre changement de nom il y a 2-3 ans, parce que tout le monde ne nous connaît pas. On s'est énormément transformé, et je voulais repasser le message quand même de la transformation de Total Énergie, qui souhaite être un acteur majeur de la transition énergétique dont les transports font partie. Une trajectoire, juste quelques chiffres, pas parler du groupe en général, mais voilà, en 2021, Total Énergie, c'est 10% de la production sont en renouvelable, les 90% c'est du gaz, on met dedans le fossile et le pétrole. On s'est fixé une feuille de route, net zéro en 2050, ensemble avec la société, c'est important, on n'y arrivera pas tout seul. La trajectoire 2050, c'est que 75% de la production de Total Énergie soit renouvelable, électrique, renouvelable, durable ou avec des molécules décarbonées.
Donc c'est la transformation. Il y a un réel engagement des 100 000 collaborateurs de Total Energy dans le monde, des gens en raffinerie, sur les bateaux, sur les stations-service en France, avec l'arrivée des... Y compris à Marseille. Y compris à Marseille. Il a été inauguré à la fin du mois de septembre, au moment de la foire, au Parc Chano. Tout à fait. C'est une concrétisation régionale de la transformation. Et donc, en fait, on se rend compte, on est devenu un acteur majeur, même du solaire. On a 40 gigawatts de projets solaires dans le monde. En France, on a dépassé les 2 gigawatts de puissance installée solaire renouvelable. Donc, c'est des chiffres quand même la transformation de Total Energy est vraiment en cours. Et si on dit localement, c'est quoi? J'ai pris des petites notes de Jean-Michel. C'est alors un solaire, 26 centrales photovoltaïques, ça fait 100 mégawatts sur la région PACA, 153 en projet de développement. Et on voit, c'est à Fos, on a une grande centrale solaire là, à Fos, c'est la MED, c'est des projets emblématiques comme la gare SNCF à d'Avignon, ou encore au Castellet, pour pas oublier le Var. Voilà. Donc comment on fait pour les transports? Alors moi je suis un peu plus sur le domaine routier. On peut parler du HVO. Alors je sais pas, tout le monde doit être au fait du HVO. C'est un biocarburant. Donc biocarburant, qu'est-ce que c'est un biocarburant? À l'inverse des carburants fossiles, un biocarburant est issu du coup est produit à partir essentiellement c'est biosourcé essentiellement à partir de matières végétales, donc renouvelables. Et à la différence d'un carburant routier, le biocarburant, les émissions de CO2 émises par la combustion d'un biocarburant sont compensées en partie par deux choses. La croissance de la plante qui a absorbé le CO2 lors du phénomène de photosynthèse. Et deuxième chose, ça va être les résidus, les déchets que l'on récupère pour mettre dans ces biocarburants. L'économie circulaire fait que l'on comptabilise du CO2. Et est-ce que ça va pouvoir répondre donc à la problématique volume dont on parlait tout à l'heure? Alors aujourd'hui, nous avons une solution. Aujourd'hui, un certain nombre de chargeurs sont passés à l'HVO 100. On a, nous, sur 2024, là, on a comptabilisé, on a 500 clients qui ont basculé. On a pu les accompagner dans leur décarbonation en prenant le HVO 100. Ce qui est magnifique dans ce produit, on dit souvent, c'est un peu magique, c'est que non seulement donc, on peut réduire à minima de 60 et jusqu'à 90% des émissions de CO2 à comparer avec un carburant conventionnel. Donc, c'est pas rien. De 60 jusqu'à moins 90, une solution aujourd'hui pour les chargeurs, pour les camions. Et c'est surtout aucun changement sur les véhicules, sur la logistique, sur la maintenance et sur l'ensemble de la chaîne. Donc c'est une solution qui, les équipes aujourd'hui sont dévouées à cette transformation-là. Le produit est disponible pour la route et on fait partie d'une solution pour faire avancer la décarbonation du transport routier. Après, il y a Livy. On en parle au Livy, un peu plus compliqué. On y est dedans. Ça va dépendre des usages. On parle du VL. Bon, ça c'est fait. On avait notre patron, ça on l'a tout hier, je crois, ou avant-hier. Livy PL, le VL, c'est fait. On parle du parc Chano. On a 21 000 bornes nous sur le territoire français, 100 000 en Europe. Donc Total s'est vraiment positionné là-dessus. Au niveau PL, il y a énormément d'investissements. On a la problématique, avoir un camion électrique, c'est pas très compliqué. Chez un camion, on met même une borne. On met une borne de voiture, ça fonctionne. Il charge la nuit, c'est bien. L'électricité est pas chère la nuit. Et voilà. La complexité, c'est effectivement quand on commence à vouloir planifier, et c'est ce qu'il faut faire. On veut 20 camions, puis on en prendra peut-être 30. Et puis là, ça peut devenir compliqué parce que les voisins de la zone industrielle est peut-être la même chose. Donc il faut des solutions un peu plus intelligentes où nos équipes alors là, c'est Total Energy Charging Solutions France, ou Services pardon, France, qui travaillent là-dessus et qui ont des solutions du smart charging intelligente pour. Alors le prix du camion est important, c'est un peu cher et c'est plus cher, c'est important. Mais ce qui est aussi primordial, ça va être l'énergie et les infrastructures. Et pour pas avoir les 20 camions qui chargent en même temps
parce que c'est pas nécessaire. Le but, c'est qu'il soit chargé au moment où on veut démarrer. Il faut un peu d'intelligence dans le produit pour avoir l'électricité la moins chère et peut-être même aller sur du trading pour avoir de l'électricité optimisée. Et là, on peut en effet, sur notamment l'intelligence artificielle, faire appel aussi à des startups. Il y en a une sur le Technopole de l'Arbois qui s'appelle ChargePoly, qui aujourd'hui organise ce genre de métier. Frédéric, en dehors de l'électricité, fabrication, transport, vous avez vous aussi des approches chez EDF concernant les carburants. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, bon, en tout cas je vais essayer en quelques minutes. La vraie question en fait sur ce sujet, c'est savoir comment on va sortir de la salle. Non pas que le public ici présent soit hostile, mais parce que dès qu'on sort de la salle, on tombe dans la vraie vie. Et là, on a le vertige. Parce qu'on est confronté dans une transformation industrielle sans précédent, au plan énergétique, j'entends, mais pas que, mais en tout cas au plan énergétique, puisque c'est la question posée, et à l'avènement nécessaire, obligé, et en même temps brutal, de nouvelles filières énergétiques. C'est facile de parler effectivement de carburants de synthèse, c'est facile de parler d'hydrogène, on en parle beaucoup en plus dans la région, et c'est plutôt une bonne chose. Pour autant, aujourd'hui, la réalité, c'est que d'un point de vue de la maîtrise financière, mais surtout technologique des procédés en cause, aujourd'hui, personne n'a la martingale. Il faut se le dire, l'hydrogène aujourd'hui, on peut encore une fois se dire beaucoup de choses, mais la maîtrise industrielle de process de fabrication d'hydrogène par électrolyse de l'eau, sur des très fortes puissances, on ne sait pas faire. On est en train d'essayer de faire. Les Chinois d'ailleurs ont pris un coup d'avance, comme d'habitude, à l'échelle planétaire, mais on est sur le chemin. Pareil pour les carburants de synthèse. Alors nous, chez EDF, notre mission, c'est effectivement de rester dans notre cœur business, pas forcément d'aller chercher des cœurs business voisins, mais de développer les usages partout où on peut le faire, puisque notre conviction, effectivement, c'est que la décarbonation passe par l'électrification des usages. Donc partout où il y a des usages nouveaux, et là, pour le coup, les carburants de synthèse en font partie, on essaye de faciliter le sujet. C'est pour ça qu'on a pris une initiative avec 19 partenaires européens, académiques, économiques, industriels, politiques, institutionnels, avec 2 terrains de jeu qui sont les ports de Thalassonique et celui de Valence en Espagne, et 7 pays européens à côté de nous, pour, depuis notre centre de recherche d'Eifer en Allemagne, à Karlsruhe, et notre plateforme de démonstration en Seine-et-Marne, au Renardière, d'expérimenter le process de production du carburant de synthèse qu'on appelle le e-méthanol. Et ça, depuis toute la chaîne, depuis la captation du carbone, la fabrication d'hydrogène, effectivement la fabrication du carburant, mais aussi la logistique associée et la combustion, puisqu'à un moment donné, il faut aussi que ça fonctionne dans des moteurs, que ce soit des moteurs de route ou des moteurs maritimes. En général, c'est à peu près les mêmes, en tout cas les mêmes technologies. Et ça, c'est ce qu'on est en train de faire. On s'est donné 4 ans pour le faire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on est sur un process nouveau, il y a beaucoup à apprendre. Il y a surtout beaucoup de connaissances à produire au profit de la filière, quelle qu'elle soit, que ce soit celle des fournisseurs de matières premières, de matériel ou de services, et puis in fine des consommateurs, on en parlait tout à l'heure, mais aussi au profit de cette économie à faire valoir. Et là, je reviens sur l'équation du modèle d'affaires dont on ne parle jamais, mais qui est le vrai sujet, c'est comment demain on accepte finalement que cette transition énergétique et cette décarbonation puissent avoir un coût au regard de l'enjeu qu'elle porte. Un coût facial, mais un coût qui est sans doute très inférieur à l'inaction qui serait la nôtre, de ne pas vouloir prendre ce problème à bras le corps, compte tenu effectivement des dégâts que ça pourrait nous produire à la fois sur l'économie et sur notre environnement dans les prochaines années. Et donc cette conclusion de Frédéric, elle vous convient très bien, Anne-Sophie, parce que c'est votre métier, vous, hein, la RSE, comment on rend tout ça acceptable. Peut-être aussi un mot par rapport à toutes ces problématiques. On voit bien qu'il y a des questions d'infrastructure aussi. Quand CMA, CGM rachète des grands opérateurs portuaires, voire des ports, c'est aussi en se disant on va contribuer à la modernisation pour que l'avitaillement des navires se fasse dans des conditions qui nous conviennent. Effectivement, quand on achète un terminal et quand on opère un terminal, le groupe en opère une 50aine dans le monde, on réfléchit aussi à la décarbonation du terminal. À la fois pour que ce terminal offre les infrastructures qui permettront aux bateaux d'avoir accès à ces nouveaux carburants, mais aussi de décarboner les opérations internes au terminal. Moi, je voudrais revenir un petit peu aussi sur les molécules pour dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas une seule solution. Et ça, je pense que c'est important à dire. Madame Cabot, notre directrice des opérations, dit souvent qu'on est énergie agnostique. Ça veut dire qu'en fait,
On ne sait pas aujourd'hui quelle sera la solution finale et je pense que personne ne le sait. Et donc on est obligé d'étudier plusieurs pistes. Le groupe CMA-CGM a fait le choix du méthane et du méthanol avec des origines biologiques ou e-fuel. Mais nous regardons aussi l'hydrogène, nous regardons aussi l'ammonia, nous regardons aussi la propulsion vélique. En fait, toutes les solutions qui vont permettre soit de réduire les consommations, soit de réduire l'impact carbone, doivent être regardées. Et tout ça, ça nécessite des investissements, ça nécessite des partenariats. Notre fonds énergie Pulse investit dans un certain nombre de projets pour accélérer cette transition énergétique. Mais tout cela a un coût, tout cela prend du temps, et on est en train de faire des choix financiers importants à un moment où techniquement et technologiquement, rien n'est écrit. Et un dernier point qui n'est pas écrit, et je pense que mes collègues seront d'accord avec moi, c'est la réglementation. Aujourd'hui, la réglementation européenne est assez pushy, j'ai envie de dire, et pousse tout le monde à accélérer. Mais c'est la réglementation européenne. Et nous, ce qu'on défend, c'est qu'il y ait une réglementation internationale pour ne pas créer de distorsion de concurrence entre des armateurs européens et des armateurs asiatiques. Et la réglementation internationale, elle est en train de s'écrire. L'Organisation maritime internationale, qui se rassemblait il y a quelques jours dans son comité environnement, vise le printemps 2025 pour les mesures de court terme qui vont pousser le monde maritime à se décarboner. Printemps 2025. Pour autant, on a des décisions d'investissement à prendre d'ici là. Donc il y a un risque qui est associé à ces décisions et donc une nécessité que tant le monde financier que le monde réglementaire accélère aussi aux côtés du monde industriel. Merci. On a respecté à peu près le timing. Il reste quand même quelques instants pour que vous puissiez poser des questions si vous le souhaitez. Alors je sais qu'il y avait des chargeurs qui sont venus. J'ai vu, je ne sais pas s'il y a toujours dans la salle, quelqu'un de L'Oréal qui était là tout à l'heure. Est-ce que vous avez des questions à poser à nos intervenants, soit sur ce qui se passe sur le territoire, soit sur les questions plus générales qui ont été également abordées ? Alors j'en aurais peut-être une sur la partie personnelle. Comment aujourd'hui vous travaillez comment vous travaillez le management avec les gens qui travaillent avec vous pour les intégrer dans ces évolutions en leur disant, parce que si j'ai bien compris, ça a été dit par Frédéric, ça a été dit par Anne-Sophie, aujourd'hui on ne sait pas très bien encore quelle sera la solution géniale pour l'avenir. Donc comment est-ce qu'on mobilise aujourd'hui le personnel, dans votre cas aussi les commandants de navire, à dire ben voilà, on va utiliser tel ou tel système pour avancer. Comment est-ce qu'on se débrouille en management dans cet environnement compliqué ? Alors déjà, on forme nos collaborateurs. Et là, je reviens sur mon métier, moi, de directrice RSE. Nos collaborateurs, on a besoin de les former, au début de les sensibiliser et maintenant de les former à ce qu'est le changement climatique, aux conséquences du changement climatique, par exemple aux conséquences sur la biodiversité. Moi, c'est un sujet que je travaille dans le cadre de notre stratégie RSE. On a développé par exemple des modules avec AXA qui s'appellent Climate School, qui sont à destination de tous nos collaborateurs en e-learning, qui regardent quand ils veulent, qui leur permettent de se former quel que soit leur métier. Je suis un facility manager, ça veut dire quoi? Gérer le changement climatique pour moi. Ça veut dire travailler sur des bâtiments qui vont être différents demain. On a également monté une formation Climate au sein de notre centre Tangram, que peut-être certains d'entre vous connaissent, qu'on a inauguré il y a quelques mois à Pointe-Rouge, qui est notre nouveau centre de formation et d'innovation. On fait venir des collaborateurs du monde entier et pendant une semaine, on les fait travailler sur ce qu'est le changement climatique, l'impact sur nos activités, les solutions, le lien avec les clients, le lien avec les fournisseurs. Et c'est important en fait d'embarquer tous les collaborateurs dans cette démarche et qu'ils soient tous conscients du monde un peu incertain dans lequel on est et pour autant dans lequel on doit avancer, que ce soit les acteurs de la R&D, que ce soit ceux qui gèrent les achats de fuel, ceux qui gèrent la conception des bateaux. On doit tous accélérer et pour ça on doit être sensibilisé, on doit être engagé et c'est le rôle de ma direction que d'assurer ça. Herman, on parlait de la raffinerie de la Med qui va complètement évoluer. On parlait aussi. Il n'y a plus de raffinerie. On ne parle plus de raffinerie, ça, c'est plus le terme, voilà. Et puis, ne serait-ce qu'une station-service, comme celle du boulevard à bateau que tous les Marseillais connaissent. Quand ça bouge, je suppose que ça impacte aussi les gens qui y travaillent. Donc, ce que je disais tout à l'heure, il y a vraiment également ça passe par la formation parce qu'on est dedans. L'énergie de demain, on est complètement d'accord. C'est le mix. On n'a pas ça va dépendre des usages, ça va dépendre. Il y a la réglementation aussi qui pousse derrière. À un moment, il y a des choix à faire au niveau politique, quoi. Et oui, la raffinerie de la Med, on dit maintenant, ce n'est plus une raffinerie. Il y a eu quelques centaines de millions investis il y a quelques années là pour la transformer en bio-raffinerie. Du coup, il n'y a plus on a transformé ça donc pour faire du
du carburant durable. Et il y a un nouvel investissement qui a eu lieu d'ailleurs cette année. Pour aujourd'hui, elle est capable de traiter 100% de déchets d'huile usagée. Donc c'est du recyclable, c'est local, et on a signé quelques partenariats Air France, Airbus et l'aéroport Marseille-Provence cette année pour aller fournir en carburant durable de l'aviation, donc le fameux SAF, le Sustainable Aviation Fuel. Et je trouve que c'est quand même un exemple probant, quoi. La raffinerie, elle doit être à 8 km de l'aéroport. On traite du produit circulaire. Alors, c'est pas forcément la zone, c'est la France, mais on retraite du produit, c'est circulaire pour en faire un carburant durable et qui assure également, qui va jusqu'à 90% d'économie de CO2 pour les avions. Donc Air France est engagé à intégrer dès 2030 10% de SAF dans leur carburant, et ça va générer, ils sont engagés sur moins de 30% du coût d'économie de CO2 par passager par kilomètre. Donc c'est un début, mais la route est longue puisque la filière aéronautique s'est engagée aussi à 2050, le net carbone, donc les solutions vont être multiples. Merci. Monsieur, vous vouliez intervenir ? Oui, merci. Donc, Jean-Charles Callot, voilà, je suis aux achats dans le secteur de la construction, là, voilà, dans le sud-est, et en même temps, je représente une association d'acheteurs, le Conseil national des achats. Alors, la question, c'était plutôt pour Herman Grégoire sur les biocarburants. À un moment, on entendait dire il y avait un procès que ça pouvait détourner des productions, que ça ne pouvait pas être forcément vertueux. Est-ce que c'est un sujet ou c'est un mauvais procès ? Merci. C'est une bonne question. Il me semble qu'il y a un article des Échos hier de M. Pouyanné qui a un peu détendu ce sujet-là. C'était un sujet, quand on évoquait la filière aérienne. Si on veut continuer, la société veut continuer à avoir des vols commerciaux avec des avions, il va falloir fournir du SAF. Et c'est un petit peu la même source. Si tout le monde s'y met, le volume, c'était l'effet de volume qu'évoquait M. Fisson. Si tout le monde s'y met, l'effet de volume fera qu'on devra en avoir pour tout le monde, quoi. Voilà. Mais, la réponse, elle est compliquée, oui. Bien, je voudrais poser une question. Je rebondis sur ce qu'on s'est dit depuis 1 heure. D'abord, je voudrais vous rappeler qu'on a 2 chances à Marseille, 2 grandes chances, c'est d'avoir un port. Ça, c'est très important. Et d'avoir CMA, CGM à Marseille. À Marseille n'aurait jamais été la ville qu'elle est si CMA n'y avait pas mis son siège. Et on a une chance inouïe, vous n'aurez jamais vu Maersk ou MSC sur ce plateau. Donc CMA, ils pitchent à tous nos discours et on a une excellente intelligence avec eux parce qu'ils sont les premiers à être sur la décarbonation, sur tous les sujets d'actualité. On a passé 1 heure à parler de décarbonation. On a passé 1 heure à parler d'investissement, de coûts énormes que ça va représenter. Biocarburants, bioénergie, démarche RSE, etc. Pas une seule fois, on a parlé d'économie. Donc moi, je mets en garde, c'est très important. On va continuer, nous, les chargeurs, à utiliser le port. Et le port de Marseille, évidemment. On va continuer à transporter des containers, alors peut-être sur des bateaux électriques, peut-être sur des bateaux avec des carburants qu'on ne connaît pas encore, hein, n'est-ce pas, Anne-Sophie ? Mais attention, le fret a joué le yo-yo pendant 4 ans. Il a été à 1500, il est passé à 18 000, il est redescendu à 3 000. Aujourd'hui, il est en train de remonter à 10 000. Si un jour on nous dit oui, mais le bateau est électrique, mais ça coûte 20 000, bon, on ne prendra plus, on est d'accord. Donc voilà, c'est très important. Comme on est dans une bulle dont on ne connaît pas l'issue, on investit, on a parlé de milliards sur le réseau SNCF, on parle de milliards sur la ligne 400 000 volts qui va arriver à Marseille. Pas celle-là. On parle de biocarburants à coût dont on ignore la portée. Moi, je dis attention, quand on va se retrouver dans 10 ans, au final, quand les investissements auront été payés, qu'on aura vraiment décarboné notre activité, qu'on aura absolument décarboné notre transport, au final, pour le chargeur, ça va coûter quoi ? Non, il n'y a pas de réponse, mais vous avez raison, c'est une vraie question à aborder. Et moi, c'est assez nouveau. Par exemple, la direction RSE, on participe maintenant aux réunions avec les clients pour en fait comprendre où ils en sont eux-mêmes dans leur stratégie de décarbonation,
où ils ont envie d'aller, faire comprendre quel est le poids du transport. On avait fait une étude à un moment, par exemple, pour une paire de baskets à $100, le poids du transport maritime, c'était $1. Et donc, on leur disait, mais même si vous prenez notre offre décarbonation, vous avez l'impression qu'elle est très chère, ça fera peut-être $2 sur votre paire de baskets, ça devrait passer. Sauf que le client, il a tout un tas d'autres coûts sur peut-être la fabrication de sa basket, sur la gestion, etc. Et donc, c'est important de rentrer dans cette discussion, dans cette coopération, pas seulement d'être dans un mode contractuel. Nous, aujourd'hui, ce qu'on essaie de monter, c'est des partenariats stratégiques avec nos clients, où on partage chacun nos pain points et on essaie de voir comment les travailler ensemble en allant sur la même route qui est la route de la décarbonation. Parfait. Écoutez, merci beaucoup de ces interventions. Je vais vous remercier. Je voulais juste préciser, parce qu'on a nos amis du port qui sont avec nous, qu'ils ont inauguré récemment un magnifique port center et que si on veut connaître l'activité portuaire à Marseille et puis en parler à nos enfants ou à ceux qui cherchent des emplois, c'est une bonne chose parce qu'on connaît beaucoup mieux les métiers du port grâce à vous et grâce à ce port center tout nouveau qui est très... Et puis merci à Frédéric aussi d'avoir été avec nous parce qu'on ne le dit pas souvent, mais c'est une très grosse région, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur pour EDF, avec notamment des centres de formation et de maintenance qui sont les plus modernes de France et d'Europe. Donc merci d'avoir été avec nous. Voilà, je vais vous libérer. Oui, vous vouliez... Ah, alors attendez, alors voilà, il faut... Je rejoins ce que disait monsieur. Je m'excuse, je n'ai pas encore retenu votre nom, mais... Batman, très bien, c'est très facile. Non mais ça va, là ça y est, ça m'est revenu. Effectivement, alors on parle souvent de gros chargeurs, mais il faut surtout penser aux petits chargeurs. Donc moi je représente une société qui est sur le port de 40, donc tous les jours les bateaux en vrac, donc Fos, tout ça je connais très bien. Et je sais que l'activité du port, elle va changer à partir de 2035, parce qu'il y a des contrats qui arrivent à échéance à ces dates-là. Et vous avez peut-être répondu, peut-être partiellement, vous travaillez avec des clients. Est-ce que vous travaillez avec des petits clients aussi? Parce qu'on a subi, effectivement, moi, depuis 2020, donc j'ai importé des conteneurs. Et on s'est retrouvé finalement, après, à la fin des années 2020, début 2021, avoir des conteneurs qui sont allés jusqu'à 16 000 €. Et donc, je sais qu'il y a beaucoup de clients qui ont arrêté d'importer. Et donc, beaucoup de clients qui se sont retrouvés un peu à la rue, faute de produits. Nous, on a fait le choix de continuer parce qu'on avait un peu de trésor pour le faire. Est-ce que vous travaillez avec des petits clients? Enfin, voilà, c'est... Évidemment. En fait, les gros sont ceux qui nous aident à accélérer, parce que c'est ceux qui ont une image, qui vont aussi permettre de porter ces messages de la décarbonation. Quand un Nike dit « je décarbone mon transport maritime », ça entraîne tout un écosystème avec lui. Évidemment qu'on travaille aussi avec les petits clients. Aujourd'hui, sur notre site e-commerce, on a justement ces jauges de décarbonation pour que n'importe quel client qui va sur le site pour transporter un container puisse voir comment il peut décarboner son transport. Par rapport à nos compétiteurs, on a fait le choix de garder des agences physiques partout dans le monde pour pouvoir échanger avec les clients et pour que vous puissiez avoir un contact, un agent CMA CGM en face de vous qui va vous aider à trouver la meilleure solution. Donc oui, on travaille avec tout le monde et on doit embarquer tout le monde. Merci beaucoup. Écoutez, nous allons donc vous libérer et merci d'avoir été présent dans cette réunion qui donc a fait l'objet d'une captation et que vous pourrez retrouver sur différents sites, dont notamment celui de M Provence. Voilà, merci.